Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Le vivant, enjeux et développement. L'évolution actuelle de la science. Concept, recherche et développement TECHNOSCIENTIFIQUES. Interview de Gilbert Autois par Maurice Porchet. L'évolution actuelle de la science. Concept, recherche et développement technoscientifique. Interview de Gilbert Autois. Professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles, membre de l'Académie royale et du Comité consultatif de bioéthique de Belgique. Par Maurice Porchet. Professeur de biologie à l'Université des sciences et technologies, Lily. Maurice Porchet, vous utilisez le terme de technoscience. Pouvez-vous en préciser le sens ? Gilbert Autois, la technoscience, terme contemporain, précise mieux les objectifs et le mode opératoire de la science actuelle. Elle est dans la continuité de la science moderne, mutation commencée au XVIe et XVIIe siècle. On peut opposer la science traditionnelle logothéorique à la science moderne et contemporaine. La science traditionnelle est un ancien projet de savoir, hérité de l'Antiquité, contemplatif et langagier. Sa finalité est une sorte d'idéal, disposer d'une représentation vraie, définitive, d'un tableau de la réalité essentielle. Cet idéal doit se concrétiser dans un texte, dans un livre. Ce rêve est toujours partagé par beaucoup de philosophes, et encore pas mal de scientifiques. La science moderne est différente. Opératoire, expérimentale, mathématique et technicienne, elle est fondamentalement causale. Recherche de la cause effective. Elle cherche à agir sur les causes et les effets. Depuis quelques dizaines d'années, on assiste à une radicalisation des processus opératoires de la science qui est capable de modifier profondément la société et notre façon d'assumer notre condition humaine. L'expression « recherche et développement technoscientifique » élargit la problématique de la science au monde de l'économie avec des aspects sociaux et symboliques. C'est dans cette phase d'évolution que l'éthique prend sa place. Exemple. On voit apparaître des projets de recherche associant des laboratoires de technologie, fraises transgéniques, un institut de philosophie, estimation du risque réel, éthique à respecter, principe de précaution, et une équipe de sociologues, sondage d'opinion, perception du risque par les personnes, résistance des consommateurs. Le 5e programme cadre de R&D de l'Union européenne privilégie ce type d'approche intégrée. La prise en compte éthique de l'impact symbolique de la technoscience sur la société est même une très belle spécificité de l'Europe. MP. Comment évaluer un projet scientifique dans cette perspective ? GH. On peut distinguer 3 niveaux dans l'évaluation. 1. Le protocole, le processus de recherche scientifique en tant que tel. C'est le plus fondamental. 2. L'objectif ou finalité explicite immédiate du projet de recherche. Il n'est pas contraire à l'éthique de distinguer 3 finalités majeures. La connaissance. La thérapie. Les retombées économiques. 3. Une fois la recherche aboutie, que peut faire la société du produit élaboré, son devenir, ses perspectives ? Ce 3e niveau d'évaluation est difficile à mettre en œuvre car il y a souvent une divergence entre l'objectif initial et l'utilisation ultérieure peu prévisible. Ainsi, les différentes procréations médicalement assistées, PMA, devaient à l'origine lutter contre les stérilités humaines. Elles accomplissent cette fonction, mais elles ont aussi et continuent de susciter des applications et des tentations plus ou moins étrangères à cet objectif premier, choix du sexe, eugénisme, insémination post-mortem, demande de couple homosexuel, mère porteuse, clonage, etc. MP. Depuis 10 ans, le principe de précaution devient la réponse préalable et inévitable face à un quelconque risque technologique. Pourquoi un tel succès ? GH. À l'origine, c'est un principe de bon sens. Pourtant, ce concept est vague, très général et particulièrement populaire auprès des politiciens. L'environnement, l'évolution et la protection de la biosphère sont en effet des domaines où il n'y a pas d'accord absolu. Dans un secteur où les idées ne sont pas stabilisées, le principe de précaution s'impose presque naturellement. C'est d'ailleurs la conférence de Rio qui, en 1992, a consacré ce terme au niveau international.
L'idée est donc importante, intéressante, donne à penser, mais il faut émettre quelques réserves surtout dans la vision qu'en a H. Jonas. Pour ce philosophe, il s'agit d'une véritable heuristique de la peur. Si, pour anticiper le futur, il faut privilégier en permanence le scénario du pire en recherche, viser le risque zéro, on ne fait plus rien. Ce n'est pas viable. H. Jonas est par ailleurs étranger à la biologie contemporaine. Il a une conception finaliste de la nature. Sa philosophie politique est également critiquable avec une méfiance envers le système démocratique. Il préférerait un gouvernement de sages, sorte de comité de morale qui déciderait. On cite souvent l'exemple du moratoire d'Asilomar, arrêt des recherches en génétique microbienne pendant l'année 1974, initiative de Paul Berg. Si on relit les mises en garde de ces premiers manipulateurs de l'ADN, on constate que leurs préoccupations concernaient principalement la sécurité, safety. À aucun moment, ils ne mettaient sérieusement en doute la légitimité même de leurs recherches. Des règles de confinement ont été la réponse qui a mis fin au moratoire dès 1975. MP. Faites-vous une différence entre éthique et morale? GH. Il y a peu de différences systématiquement respectées. L'éthique devrait être une réflexion sur la ley morales qui normente nos actions individuelles ou collectives. MP. Peut-on imaginer une éthique universelle? GH. C'est un vrai débat actuel. Faut-il rêver d'une éthique dominante ou d'une mosaïque d'éthiques avec des regroupements partiels? L'UNESCO défend l'idéal d'une éthique universelle. C'est en fait la problématique de la modernité et de la postmodernité. L'idée de la modernité est une tradition occidentale, héritée des encyclopédistes, des Lumières, de la Révolution française. C'est un idéal universaliste, égalitariste associé au progrès scientifique. La France excelle comme porte-drapeau de cette vision de l'humanité. Or, beaucoup d'auteurs, dont Jean-François Lyotard en France, ont mis en question cette vision qui est très inégalement concrétisée et qui parfois a abouti à produire le contraire des idéaux déclarés. Pour les partisans d'une postmodernité, il s'agit simplement d'une histoire, occidentale, mais beaucoup d'autres histoires sont également légitimes. Dans ces conditions, il devient difficile de définir des normes vraiment universelles. MP. L'éthique ne peut-elle être que laïque? GH. Elle exige en tout cas le respect de la pluralité des opinions. Mais examinons les comités d'éthique français et belges. Tous deux sont largement pluralistes et indépendants. Pourtant, ils fonctionnent très différemment. Le modèle français aboutit presque toujours à un consensus plus ou moins apparent, tout au moins les premières années. La présidence est forte. Le modèle belge conçoit au contraire que tout le monde ne soit pas d'accord et qu'un avis pluraliste, euthanasie, clonage, soit souvent formulé. Cette démarche est excellente pour la philosophie, mais problématique pour les décideurs politiques. La présidence est faible. 4 vice-présidents assument la présidence tour à tour pendant une année chacun, et c'est le débat qui est privilégié. Il y a toujours le risque qu'un comité d'éthique se transforme en comité de morale, qui dirait le bien et le mal. Dans ce cas, une autre légitimité risque de se substituer à la légitimité démocratique. MP. Le débat sur l'éthique n'a aucune raison de s'achever. Ainsi, les lois françaises dites de bioéthique de 1994 doivent être révisées. Comment percevez-vous ce problème? GH, c'est un point essentiel et très novateur. Le moteur de notre société est en grande partie lié au développement scientifique, qui parfois donne l'impression de s'emballer. Il lui faut un accompagnement moral, éthique, juridique, culturel et symbolique. Mais comment faire? Comment permettre aux gens de suivre le rythme, de s'adapter et de s'imprégner du droit si ce dernier change tous les 5 ans? C'est un gros problème dans une société procédurale et processuelle que de gérer tous ces changements. Nous sommes très loin de l'avoir résolu. Il est probable que nous sommes entrés dans une ère de précarité intellectuelle permanente, et cela est finalement douloureux. MP. Où est la position du bien, dans une pensée laïque? GH. Il repose sur le développement de la liberté individuelle, gage d'une autonomie de décision.
Cette liberté n'est pas totale, elle est raisonnable, au sens de Kant, et doit rechercher un sens universel. Il faut encourager la bonne expression de cette liberté en promouvant la culture, l'éducation, l'économie. MP. Prenons un cas particulier. Une personne pauvre du tiers-monde peut-elle vendre l'un de ses reins pour permettre à sa fille de faire des études? Ou est-ce condamnable? GH. En France, ce serait interdit à cause du principe de non-commercialisation du corps rappelé dans les lois de 1994. Mais il y a une autre perspective dite utilitariste, plus courante dans les pays anglo-saxons. C'est un raisonnement très concret, qui cherche à résoudre les problèmes des gens sans trop s'encombrer de principes intangibles. Dans le cas du pauvre du tiers-monde vendant l'un de ses reins, tout le monde y gagne. La famille du donneur, le receveur. Bien entendu, les arguments ne manquent pas pour dénoncer l'indignité et la pente glissante. L'idéal serait de sauver à la fois les personnes et les principes. MP. Finalement, on peut concevoir deux types d'éthique, celle de la conviction et celle de la responsabilité. Pouvez-vous préciser ces deux termes? GH. C'est Max Weber qui introduit cette distinction. L'éthique de la conviction est liée à un respect absolu de la norme. C'est une éthique du devoir, ce qui compte c'est l'intention et celle-ci doit être pure. L'essentiel est la référence à un principe, et les conséquences réelles sont marginalisées. Dans ce cas, il n'y a aucun relativisme ni bien sûr d'évolution possible. L'éthique de la responsabilité est à l'inverse, très attentive aux conséquences des actes. On va évaluer en permanence les risques. Il faut en permanence contextualiser l'application. On se rapproche de l'utilitarisme, évoqué antérieurement. Curieusement, l'éthique de la conviction a été pendant très longtemps l'éthique de la science. Le savant n'avait qu'une chose à respecter, c'était la vérité, la connaissance. La recherche de la vérité était son devoir. C'est ainsi que Weber voyait encore les choses. Actuellement, avec les technosciences, il faut aller vers une éthique de la responsabilité. La science doit s'insérer dans la société et réfléchir aux finalités et aux conséquences de son action. Il y a des choix à faire au niveau de la société. De la procréation assistée à un nouvel eugénisme. Par Jacques Testard. De la procréation assistée à un nouvel eugénisme. Par Jacques Testard. Directeur de recherche à l'INSERM et pionnier de la procréation assistée. Ma première aventure de chercheur, commencée il y a 33 ans, constitue une réponse possible à la question « La science est-elle au service de l'homme ?» La mission qui me fut alors confiée par l'Institut national de la recherche agronomique était d'accélérer l'efficacité de sélection des vaches laitières en augmentant la descendance des meilleures productrices de lait. Grâce à des méthodes de superovulation, par stimulation des ovaires avec des hormones, je faisais produire plusieurs ovules par cycle. La vache ne produit normalement qu'un ovule toutes les 3 semaines. Après insémination artificielle avec le sperme de taureaux sélectionnés, 10, 20 ou 30 embryons, supposés de haute qualité génétique, étaient présents dans l'utérus, trop nombreux pour y survivre tous. Je mis donc au point des techniques pour extraire les embryons, par lavage de l'utérus, et pour les transplanter dans la matrice de vaches ordinaires, mères porteuses, où ils se développeraient jusqu'à la naissance. C'est seulement quand vint le premier succès, en 1972, que j'ai réalisé l'absurdité de la tâche accomplie. L'Europe souffrait d'excédents laitiers bien avant mon implication dans cette recherche. Mais le plus grave m'a paru dans les réponses données à ma critique. Les décideurs refusaient la qualification des « absurdes » pour la politique de recherche qu'ils avaient imposée, arguant que la productivité des vaches laitières devait être améliorée, quelle que soit la production globale. Il s'agissait déjà de mettre en avant la compétitivité sans se soucier du chômage, du mal-vivre, de la désertification des campagnes. Il s'agissait de mettre la recherche au service de fantasmes économiques et d'intérêts particuliers réels, plutôt qu'au service de l'homme. Fort de cette leçon inaugurale sur le rôle de la science, je m'esquivai en 1977 vers la recherche médicale, laquelle devait être au-dessus de telle bassesse. Par mon savoir acquis chez l'animal, je restais impliqué dans le champ de la procréation que je veux immédiatement distinguer de celui de la reproduction. Dans la procréation, 2 individus,
l'un mâle et l'autre femelle, donnent naissance à un troisième qui ne peut être identique à aucun de ses parents. Dans la reproduction, un seul individu est copié en un autre qui lui est identique. C'est le bouturage, inconnu des mammifères jusqu'à la brebis clonée Dolly. L'assistance à la procréation humaine inspire de multiples débats et une nouvelle discipline appelée bioéthique, mais jamais des chefs d'État n'ont jugé nécessaire de s'y impliquer aussi fort qu'ils l'ont fait en 1997 pour le cas Dolly. Peut-être est-ce parce que le clonage humain ne représente encore aucun intérêt industriel, n'ouvre aucun nouveau marché. Il est alors plus facile de proclamer une morale sans concession. La fin du XXe siècle a connu des progrès importants dans la maîtrise de la procréation. On est devenu capable d'éviter les naissances non souhaitées, contraception, comme d'aider à permettre des naissances naturellement impossibles. On parle de procréation médicalement assistée, PMA, lorsque la médecine intervient pour un couple en difficulté d'enfant. Environ 10% des couples sont victimes d'infécondité par l'insémination artificielle, avec le sperme du mari ou d'un donneur ou par la fécondation in vitro en éprouvette. J'évoquerai très brièvement ces techniques, simplement pour rappeler les dérives que nous avons connues, et partant pour vérifier que nous disposons vraiment de garde-fous contre les dérives de nouvelles techniques apparues plus récemment. L'insémination artificielle avec sperme de donneur tiers masculin fait naître 1500 enfants par an en France dans une vingtaine de centres. La fécondation in vitro FIV permet la naissance de 5000 enfants par an dans une centaine de centres. Ces méthodes comportent parfois le don de gamètes. Aujourd'hui, des tiers féminins interviennent dans le couple pour donner des ovocytes, mais il s'agit de cas beaucoup plus rares que le don de sperme car le type d'intervention est plus complexe. Des dons d'embryons ont même commencé. Ce sont des embryons abandonnés dans des laboratoires de FIV, et dont les géniteurs ne veulent plus, souvent parce qu'ils ont déjà eu des jumeaux ou des triplés. Ces embryons peuvent être soit détruits, éventuellement à l'occasion d'une étude scientifique, soit donnés par les géniteurs à un autre couple stérile. Hors de ces solutions, les embryons en surplus seraient conservés par le froid dans l'azote liquide, peut-être pour des siècles. Le don d'embryons est une méthode qui se développe, mais qui ne connaîtra jamais un essor très important, en raison de la rareté des embryons disponibles dans ce but, d'autant que les règles de sécurité sanitaire imposent sans cesse de nouvelles conditions pour reconnaître que les géniteurs étaient indemnes d'affections transmissibles. La stratégie développée par les techniques de PMA a 3 dimensions. D'abord, le nombre d'ovules émis par une femme a été décuplé, passant de 1 par cycle menstruel à 10 en moyenne à l'issue de la stimulation ovarienne. Ainsi se trouvent très augmentées les chances de concevoir au moins un embryon. Au contraire, chez l'homme, le nombre de spermatozoïdes nécessaires pour féconder chaque ovule a été fortement réduit, cette économie permettant la fécondité d'hommes normalement stériles. Ainsi, l'effectif de spermatozoïdes intervenant dans la fécondation naturelle, 200 millions, a été progressivement réduit par l'insémination artificielle, quelques millions, puis par la fécondation in vitro, quelques milliers. Finalement, la technique d'ICSI, intracytoplasmique sperm injection, a ramené cet effectif à l'unité puisque le spermatozoïde est alors directement injecté dans l'ovule. C'est le rapprochement entre les gamètes qui marque la 3e dimension des progrès en PMA. La fécondation n'a plus lieu dans les trompes de la femme mais dans l'éprouvette du laboratoire, et ce rapprochement est poussé à l'extrême par l'ICSI qui fusionne artificiellement les 2 gamètes. Productivité ovarienne, économie sur les spermatozoïdes, rationalisation dirigée du lieu de fécondation, voilà les mesures dignes de l'économie planifiée qui ont augmenté notablement l'efficacité de la procréation. Un des techniques qui pose problème. Le don de gamètes en France pose surtout le problème de l'anonymat et du secret du don. À moins qu'on ne le lui apprenne, l'enfant ne peut savoir s'il est né de son père social ou d'un autre personnage, et quand bien même il l'apprendrait, il n'aurait aucun moyen d'identifier son père génétique. Pourtant l'ONU, dans sa Déclaration des droits de l'enfant, affirme que tout enfant a le droit de connaître ses origines et il est bien évident que l'anonymat de la paternité génétique contredit cette déclaration. J'ai contribué à la mise au point de la FIV, et je pense que c'est une technique nécessaire quand aucune autre solution n'est envisageable. On peut simplement regretter qu'elle soit parfois abusivement utilisée. Il est arrivé que des couples,
après 2, 3, 4 tentatives infructueuses de fécondation in vitro, abandonnent cette méthode, puis conçoivent tout seul un enfant, prouvant ainsi qu'ils n'avaient pas besoin de l'assistance de la biomédecine. La FIV est proposée pour pallier la stérilité des couples, mais il n'existe pas de définition précise, irréfutable, de la stérilité. Dans le milieu médical, il est convenu qu'un couple qui a essayé pendant 2 ans de concevoir un enfant sans y être parvenu est réputé stérile. Il arrive souvent que l'on trouve les causes masculines ou féminines de cette stérilité. Dans le cas contraire, on dit qu'il s'agit d'une stérilité idiopathique, terme savant qui habille l'ignorance. Un autre problème, posé par la fécondation in vitro, est lié à la stimulation ovarienne. D'une part, les traitements hormonaux ont été suspectés d'épuiser la réserve des ovaires en follicules, et ainsi d'avancer l'âge de la ménopause, ou d'induire des pathologies plus ou moins graves, du syndrome d'hyperstimulation au cancer ovarien. D'autre part, la stimulation ovarienne est directement responsable des grossesses multiples, 30 fois plus fréquentes que dans la procréation naturelle. En principe, une femme libère un seul ovule par mois comme il est normal dans notre espèce. Mais lorsque l'on envisage une FIV, ou même une insémination artificielle, on déclenche une ponte multiple par administration d'hormones, transformant ainsi la femme en mammifère polyovulant. Le but est d'accroître les chances de réussite de l'opération prévue. Puisque l'on n'est jamais sûr qu'un ovule sera fécondé, en travaillant sur 10, on multiplie les chances. Cette méthode courante en fécondation in vitro s'est étendue à d'autres pratiques de traitement in vivo de l'infertilité. Il arrive donc souvent que plusieurs ovules soient fécondés, donnant plusieurs embryons. Lorsque la femme a reçu un traitement dans un cabinet médical, il n'existe aucune façon de contrôler le nombre d'embryons en développement dans l'utérus, sauf pendant la grossesse où l'on peut ensuite procéder à un avortement partiel, réduction embryonnaire. Au contraire, en fécondation in vitro, on a théoriquement la possibilité de restreindre le nombre d'embryons que l'on transférera dans l'utérus, 2, peut-être 3, mais pas 5 ou 6. Cependant, les chances d'établir la grossesse augmentant avec le nombre d'embryons transférés, la tentation est forte d'en mettre davantage. Et cette tentation ne vient pas seulement du monde technique, mais aussi des patients qui sont très pressés. Des couples stériles depuis 10 ans sachant que 5 de leurs embryons attendent dans les éprouvettes, insistent afin qu'on les transplante tous dans l'utérus, en se disant « nous verrons bien après ». Pour eux l'urgence est d'obtenir la grossesse. Nous nous trouvons souvent ainsi devant des grossesses multiples, pathologiques. Car si le développement de 2 embryons ne pose pas de problème majeur, les jumeaux existent depuis la nuit des temps dans l'espèce humaine, le cas de 3 commence à être grave et celui de 4 est très sérieux. Les grossesses multiples ont plusieurs conséquences, sur la santé de la mère bien sûr, sur la fragilité des enfants à la naissance, souvent prématurés et de faible poids, et sur les conditions familiales. Élever 4 enfants à la fois n'est vraiment pas facile et conduit fréquemment au divorce. Le professeur Jean Bernard, ancien président du Comité national d'éthique, aime dire que la science trouve toujours le moyen de réparer ses erreurs. Dans ce genre de situation, la réparation est la suivante. Après avoir provoqué des grossesses multiples, pour donner toutes ses chances à un couple d'avoir un enfant, on a inventé une autre technique, la réduction embryonnaire, afin de résoudre cet état pathologique. Par exemple, sur 5 embryons, on en supprime 3 au moyen d'une piqûre dans le cœur, administrée sous contrôle échographique, et le plus souvent 2 embryons se développent. Pour une bonne partie des médecins impliqués dans ces techniques, tout va très bien puisque l'on obtient finalement ce que l'on veut, et il n'y a rien à redire à l'établissement de grossesses multiples, puisque l'on est capable de les transformer ensuite en grossesses simples ou gémellaires. Face aux problèmes posés par la PMA, des réponses diverses ont été apportées. Pour l'Église catholique, ces techniques sont inacceptables parce que l'acte d'amour, le rapport sexuel, n'est pas à l'origine de la conception. C'est une position claire qui fait écho à l'opposition que l'Église manifeste contre les techniques contraceptives modernes. Remarquons cependant que rares sont les couples stériles, fussent-ils catholiques, qui observent la position du Vatican. Les autres religions se montrent plus pragmatiques et sont surtout réservées face à l'introduction d'un tiers dans la procréation, don de gamètes, mère porteuse. Plusieurs pays ont élaboré des lois sur la PMA, relativement strictes en France, beaucoup plus laxistes en Espagne,
et ces divergences posent le problème d'une bioéthique européenne en cours de réflexion et à terme de référence internationale. En effet, on assiste déjà depuis la France à un certain tourisme médical, pour l'accès aux mères porteuses par exemple, ou même à un tourisme scientifique, pour les recherches sur l'embryon humain, la loi française interdisant strictement certaines pratiques aux médecins ou aux chercheurs. J'ai évoqué les dérives de la procréation médicalement assistée, parce qu'elles montrent comment désormais l'objectif à atteindre prime tout. Si la grossesse tarde un peu, la tentation des couples est grande de faire appel à la médecine, et la médecine sollicitée répondra souvent par la méthode la plus efficace et la plus rapide, la FIV, mais en même temps la plus lourde. On doit considérer globalement les PMA comme un progrès, mais leurs dérives sont inévitables en dépit des discours éthiques que nous entendons depuis une douzaine d'années. Un tel constat ne peut que conduire à l'inquiétude quant aux nouvelles techniques qui se développent avec l'intrusion de la génétique dans la PMA. Car on ne voit pas quel garde-fou mettrait l'humanité moderne à l'abri de dérives de type eugénique. 2. L'idéologie eugénique. La récente possibilité de pallier par l'ICSI la stérilité masculine a suscité des réactions parfois violentes qui révèlent la puissance latente de l'idéologie eugénique. Ainsi, certains se sont inquiétés de la possible transmission à l'enfant de la stérilité paternelle en regrettant que l'ICSI vienne de plus en plus se substituer à l'insémination avec le sperme d'un donneur dûment sélectionné. Ce faisant, ils négligent les conséquences psychologiques pour le père social comme pour l'enfant du recours à un tiers anonyme dans la conception. De plus, ils valorisent la qualité du géniteur au point de refuser la transmission d'un défaut désormais curable, la stérilité masculine, attitude qui devrait aussi les amener à refuser toute PMA pour les diabétiques, les asthmatiques ou les myopes. Eugénisme est fréquemment accolé à nazisme, dans les esprits, mais s'il est vrai que les nazis ont poussé l'eugénisme à son comble, ils n'ont cependant inventé ni le concept ni la pratique. Et l'un et l'autre ont survécu au nazisme. L'inventeur du substantif « eugenics », l'anglais Galton, cousin de Darwin, disait en 1883 que l'eugénisme est la science de l'amélioration de la race qui ne se borne nullement aux questions d'union judicieuse, mais qui, particulièrement dans le cas de l'homme, s'occupe de toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur les races les moins bonnes. 20 ans plus tard, en 1904, il donne une autre définition du même mot, étude des facteurs socialement contrôlables qui peuvent élever ou abaisser les qualités raciales des générations futures, aussi bien physiquement que mentalement. Cette formulation fut alors bien reçue dans la communauté scientifique et parmi les politiciens. De nombreux pays démocratiques ont lancé des politiques eugéniques au début de ce siècle. À travers les définitions de Galton, au moins deux évocations apparaissent, celle du racisme, on parle de race bonne et de race moins bonne, celle d'une conception darwinienne de l'humanité. La compétition est revendiquée comme moteur de l'évolution, non seulement pour les bêtes, mais aussi pour notre espèce. La seconde définition de Galton indique la double action de l'eugénisme. Au niveau de l'hérédité, en intervenant sur l'inné, et au niveau des facteurs sociaux par une intervention sur le milieu. Cet eugénisme-là existait déjà chez les Grecs. Il a toujours fait partie, à petite dose, des civilisations humaines. Mais depuis les années 1907 à 1908, donc bien avant l'avènement du nazisme, il a été mis en pratique à grande échelle puisque des dizaines de milliers d'individus ont été stérilisés dans des démocraties, par exemple en Suède, aux États-Unis. Le but était d'empêcher la procréation des gens jugés inaptes ou incapables de faire des enfants de qualité. On parle dans ce cas d'eugénisme négatif. Quant à l'eugénisme positif, dont le but est de multiplier les bons gènes, il ne concerne pas de larges populations mais se trouve en bonne place dans les médias. On peut citer l'exemple des bébés Nobel aux États-Unis ou des vieillards, lauréats de prix scientifiques, qui sont sollicités pour donner leur sperme afin d'obtenir des bébés supposés plus intelligents que les autres et qui ne seront jamais que des enfants de vieux. Une autre pratique, un peu naïve mais procédant bien du même esprit positif, est appliquée à Singapour. Ce n'est pas un pays raciste et plusieurs ethnies y vivent en harmonie, mais le Premier ministre, voulant absolument améliorer la qualité génétique de la population, a trouvé un critère simple, simpliste, les diplômes. Il a mis en place un système dans lequel les gens diplômés, s'ils se marient ensemble et font des enfants, bénéficient de primes.
ceux qui n'ont pas de diplôme auront des primes aussi, mais à la condition qu'ils ne fassent pas d'enfants. Personne n'est lésé, pas de pénalité, seulement des bénéfices, tout le monde est content. Et les mesures sont cohérentes. On organise des cercles pour les étudiants afin d'éviter qu'un étudiant ne rencontre une paysanne. Les gens qui ont des diplômes étant supposés supérieurs aux autres, ils feront des enfants qui devraient avoir à leur tour des diplômes. L'eugénisme libéral, n'est-ce pas formidable? À propos de l'action sur le milieu, sur laquelle nous reviendrons de manière plus détaillée, rappelons simplement que depuis le début du siècle, des politiques sanitaires portent sur la santé, l'hygiène, la salubrité des locaux, l'éducation. Elles font partie intégrante de la politique eugénique. Malgré les prétentions savantes de l'eugénisme classique, soutenues de façon abondante et continue par la médecine, ces techniques sont complètement inefficaces. Ce n'est pas en sélectionnant des géniteurs que l'on pourra obtenir à la génération suivante, ni même plus loin, des individus de meilleure qualité, et ceci pour des raisons qui tiennent aux loteries successives qui précèdent la conception d'un enfant. Première loterie, la méiose qui est le mode de division des cellules sexuelles dans les ovaires ou les testicules. Les gamètes sont fabriqués par un système de répartition des chromosomes très compliqué, qui fait que la même personne peut produire des milliards de gamètes tout différents entre eux. Deuxième loterie, la rencontre de deux personnes de sexe différents dont pourra résulter un enfant. Ce couple se constitue selon des critères affectifs, économiques ou ethniques, mais en dehors de toute analyse génétique, et au sein de populations comptant des individus sexués en effectif très élevé. Troisième loterie, la rencontre des gamètes. Un spermatozoïde, celui-là et pas un autre, rencontre un ovule, celui-là et pas un autre. Ce qui signifie que lorsque l'on a choisi les géniteurs, on n'a absolument pas choisi l'enfant. Des milliards d'enfants différents peuvent naître du même couple. Ainsi, la sélection des géniteurs n'a-t-elle absolument aucun sens puisque le plus taré des individus est capable de procréer un enfant de qualité, tandis que le géniteur d'élite est susceptible de commettre un bébé mal formé. C'est ici qu'entre en jeu la révolution de la génétique moderne. Grâce aux résultats du programme Génome humain notamment et à la détection de gènes indésirables chez les personnes ou chez leurs embryons, la génétique moderne donne pour la première fois une réalité scientifique à l'eugénisme. L'intervention peut se faire aux deux niveaux précédemment évoqués, l'hérédité et le milieu. 3. L'hérédité. Tout d'abord, ne pas confondre génétique et manipulation génétique. La manipulation génétique existe pour l'animal et les plantes, et est à l'essai en médecine humaine. Lorsque l'on modifie des cellules malades d'un individu en introduisant un gène de correction dans ces cellules, puis qu'on les réimplante dans le corps, il s'agit d'appliquer un principe de médecine classique, dont le but est de soigner, et ce genre de technique n'a rien d'inquiétant. On peut seulement regretter son inefficacité actuelle. L'utilisation du terme manipulation génétique, pour qualifier les techniques de PMA dramatise la réalité puisque l'équipe médicale pratiquant, par exemple, la fécondation in vitro n'intervient aucunement sur les différentes loteries évoquées plus haut, et ne fait que permettre la naissance d'un enfant du hasard. Même dans le cas que nous allons développer, où la génétique s'intéresse au contenu de l'éprouvette, il ne s'agit pas de fabriquer des individus sur mesure, mais tout simplement de trier parmi de nombreux embryons pour choisir le ou les meilleurs, la sélection et non la modification. L'eugénisme peut ainsi s'introduire par la caractérisation des œufs humains, fécondés en grand nombre grâce au traitement de stimulation ovarienne. Ce que l'on sait faire aujourd'hui sur l'embryon ressemble de plus en plus à ce que l'on pratique depuis longtemps sur le fœtus pour le diagnostic prénatal, DPN, et évolue parallèlement au progrès du DPN. À court terme, on sera capable de la même acuité de diagnostic sur un œuf humain juste fécondé, c'est-à-dire comptant 4 ou 8 cellules. Des centaines de milliers de ces embryons séjournent dans les laboratoires chaque année, que sur un fœtus de quelques mois. Pourtant cette perspective est très différente du diagnostic prénatal, et je vais résumer ces différences. Le diagnostic prénatal, DPN, porte sur un fœtus, un seul, et dans le cas où une anomalie est découverte, il est en général suivi d'une demande d'avortement thérapeutique. Le couple devra alors tout recommencer depuis le début, conception, nouvelle grossesse, nouveau diagnostic. Au moins 1 an de perdu sur le plan familial. Ce qui pose déjà un problème pour des femmes qui arrivent à 35 à 36 ans,
âge très fréquent aujourd'hui pour un premier ou un second enfant, lorsque l'on sait que la fertilité diminue nettement dès 30 à 32 ans. Le diagnostic sur l'œuf, appelé diagnostic préimplantatoire, DPI, lui se situe avant la grossesse, lorsque les embryons sont encore dans les éprouvettes. La différence entre le DPN et le DPI est d'abord que ce dernier porte sur un effectif multiple. Par ailleurs, le DPI n'interrompt pas la grossesse, au contraire, il va plutôt augmenter ses chances de réussite puisqu'il permettra de reconnaître les embryons viables et parmi eux, les embryons normaux, ce qui fera gagner des chances de procréer. De plus, si un avortement volontaire implique toujours des épreuves physiques et morales, ce n'est pas le cas de l'avortement en éprouvette. Sur une douzaine d'embryons caractérisés par les généticiens, il suffira d'en garder 2 ou 3 pour les transférer dans l'utérus. On pourrait penser que si l'on élimine ceux qui sont porteurs d'une anomalie, les autres seront déclarés normaux. Il n'en est rien. Ce que nous apprend la génétique, c'est que la normalité n'existe pas. Chaque embryon nécessitera une caractérisation, en particulier concernant les facteurs de risque, c'est-à-dire des facteurs polygéniques faisant d'intervenir plusieurs gènes à la fois, qui ne s'exprimeront qu'en fonction d'un certain environnement. C'est là que se manifeste un deuxième aspect de l'eugénisme. Tout le monde est porteur de ces facteurs de risque d'asthme, diabète, cancer, etc., mais ces risques pourraient être bientôt quantifiés sur les embryons en fonction de la constitution génique. Car on prévoit le déchiffrage complet du génome dans un avenir très proche. À partir du moment où la caractérisation des embryons s'effectuera de manière très précise et complète, et puisqu'il n'existe pas d'individus normaux, on donnera probablement une définition dynamique, évolutive de la normalité, laquelle reproduira la définition sociale de ce qui est acceptable. Cette sélection, qui s'oppose à la diversité des individus, devrait aggraver le refus de la différence entre les personnes, et donc accentuer le processus d'exclusion qui est le déshonneur de nos sociétés industrialisées. 4. Le milieu. L'autre aspect du nouvel eugénisme ne porte plus sur la sélection des personnes qui auraient le droit de naître, mais sur les conditions de vie de celles, déjà nées, qui auraient échappé au tri, ce qui sera sans doute fréquent pendant plusieurs générations. Les généticiens promettent à ces personnes une niche adaptée à chacune selon ses propres facteurs de risque. L'enfant va se développer dans un environnement personnalisé en fonction des risques. Température, nourriture, habillement, profession envisagée éventuellement. Par exemple, celui qui présente un risque cardiaque ne pourra pas devenir chauffeur d'autobus, ce serait potentiellement dangereux pour la communauté. Tout cela se situe dans le droit fil d'une logique implacable, soucieuse d'efficacité et prétendument savante. Chacun subira des traitements, des analyses régulières, nous serons des objets médicalisés avant même notre naissance. Et nous serons tous concernés puisque comme il est dit plus haut, nous sommes tous tarés. Aujourd'hui, dans les pays développés, grâce à la contraception et à la procréation médicalement assistée, la plupart des couples peuvent satisfaire leur désir ou leur non-désir d'enfant selon leurs souhaits et au moment où ils l'ont choisi. Apparaît déjà la conséquence immédiate de toute nouvelle production. Le problème de la quantité étant résolu, c'est à celui de la qualité que l'on s'attache. C'est vrai pour les frigidaires ou les voitures, c'est vrai aussi pour les enfants. Il s'agira désormais d'avoir des enfants de qualité, avec toutes les ambiguïtés de définition que cela suppose. Les actions eugéniques sur l'hérédité et sur le milieu vont pouvoir se cumuler. D'une part, on éliminera dans l'œuf les plus gros stars, mais avec un risque de dérive que l'on ne peut absolument pas quantifier aujourd'hui. Et d'autre part, on mettra en niche, de façon à leur donner de meilleures conditions de vie, ceux qui naîtront. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'eugénisme deviendrait efficace. Il sera applaudi. Il l'est déjà à propos de la détection des gènes de maladies graves dans des œufs humains. On applique la technique du DPI à des couples qui ne sont pas stériles mais qui voudraient cesser de subir des avortements pour cause de fœtus anormal, et l'on comprend très bien leur demande. Mais les experts ne formulent aucune critique, aucune inquiétude sur les dérives éventuelles de cette même technique appliquée à d'autres pathologies que l'on sait déjà rechercher. On doit redouter un glissement inéluctable de la détection des grosses pathologies vers celle des plus petites, dans le sens d'une définition de l'humain de plus en plus normative. Déjà, dans le milieu des gynécologues, l'œuf humain est dénommé
le plus petit patient de la médecine. Il est objet médical, avant même d'être malade. Il faut aussi envisager le cas des enfants porteurs d'anomalies graves, qui naîtront en dépit des précautions. Lorsque l'on disposera de possibilités sérieuses d'éviter leur naissance, ils seront accueillis comme des accidents, pas seulement de l'histoire et de la famille, mais de la science et du progrès. On le leur pardonnera, difficilement. Par rapport à la dignité des personnes anormales, il y a bien un risque de régression. Des médecins prétendent que la possibilité de choix du sexe des enfants, de leur taille, de la couleur de leurs cheveux ou de leurs yeux constitue un progrès dans la liberté. Les enfants seraient de surcroît heureux parce que conformes aux désirs des parents, ce serait merveilleux. S'agit-il bien d'un progrès pour les personnes, les géniteurs, voire même les enfants, ou seulement d'une nouvelle liberté que se donnent les techniciens ? Dans quelques décennies, le laboratoire annoncera à une dame ou à un couple : voilà, vous avez conçu 18 embryons, il faut en retenir 2. Mais sur quels critères ? Le profil génétique des embryons montrera pour chacun un problème, quelquefois mineur, toujours présenté avec un mot savant associé à un pourcentage. 37,5% de risque asthmatique, 42,8% de risque diabétique. Comment voulez-vous que ces personnes puissent choisir ? Existe-t-il une véritable liberté des géniteurs ? Apparaît clairement en revanche la nouvelle liberté du généticien d'interpréter cette demande des futurs parents. Docteur, rendez-nous le meilleur. 5. Normalité et statistiques. L'application à un individu de résultats statistiques observés pour un ensemble de personnes paraît très aventureuse. Vous avez tel pourcentage de risque d'être atteint de telle ou telle maladie. Quel sens cela a-t-il ? Les pourcentages sont faits pour s'appliquer à une population, mais on ne peut pas affronter une personne avec de telles certitudes. L'autre aspect inquiétant de cette génétique nouvelle pour l'avenir sera la révélation de paramètres et de caractéristiques actuellement insoupçonnés. On voit évidemment tout de suite si une personne est un homme ou une femme, si elle est grande ou petite, blonde ou brune, etc. Pour l'instant, au-delà du visible, la médecine et ou la biologie sont capables d'établir des groupes sanguins et des groupes tissulaires des individus permettant de faire des transfusions ou des greffes en tenant compte des compatibilités. Ces facteurs-là ne sont pas hiérarchisés. Être du groupe A ou du groupe B ne crée pas une hiérarchie de valeurs entre les individus. Mais lorsque les personnes seront caractérisées à partir de leur potentiel génétique, et même s'il peut ne jamais s'exprimer ou peut-être seulement 4 générations plus tard, il sera facile d'établir pour chacune un profil individuel complet, une véritable carte d'identité génétique qui mettra au grand jour les singularités et éventuellement incitera à un refus de ces différences. Ce sera d'ailleurs le cas dès le début de la vie, puisque des choix seront à faire dans une même famille, dans une même couvée d'embryons issus des mêmes géniteurs. Une société tolérante est celle qui démontre que la variété, les différences entre les personnes constituent une richesse. Nous ne vivons pas dans une société tolérante, nous pouvons le remarquer tous les jours. Des tendances à la ségrégation économique ou raciste s'y manifestent constamment, et l'identification génétique ne fera qu'augmenter le nombre des commensaux étranges, c'est-à-dire des ennemis potentiels de chacun. Le tri des embryons à l'intérieur de la même couvée est un peu une métaphore du refus de son propre frère. Poussé à l'extrême, il correspond à l'idée que seul le vrai jumeau est acceptable. Le faux jumeau, cas de tous ces œufs produits ensemble avec des gamètes différents, lui, n'est pas d'emblée acceptable, ni par les parents ni par ses frères et sœurs devenus adultes. Car l'acceptation de tel potentiel humain dépend d'abord de sa compétitivité, au sein même de la famille. Une idée pareille nous amène à des conclusions absurdes. Finalement, l'avenir de chaque... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.